Bonjour, bienvenue dans Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Notre invité ce midi, c'est Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa et observateur très attentif toujours de l'actualité calédonienne. Harold Martin, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors l'actualité, ce sont bien sûr les discussions bilatérales qui se tiennent à Paris depuis mardi. La Première ministre a reçu successivement la délégation du FLNKS, puis la délégation non indépendantiste. Qu'est-ce que vous pensez de ces rendez-vous? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est utile aujourd'hui? Ah oui, c'est très utile. Et c'est très bien. Parce que comme ça, chacun se dévoile. Bah oui. Parce que vous savez, quand les uns et les autres font des commentaires ici, peut-être qu'à Paris, ils ne le savent pas forcément. Là, au moins, ils ont en vrai les déclarations de M. Wamitan, de Dix et d'Y, c'est parfait. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces discussions, même s'il ne va pas en sortir grand-chose. Mais parce que c'est important dans le calendrier. Parce que je vais dire rapidement, moi, je suis aujourd'hui très optimiste. Alors après, il faut toujours aussi être sur ses gardes. On ne sait pas ce qui peut se passer demain. Mais pour l'heure... Très optimiste sur l'aboutissement de ces discussions et sur la possibilité de trouver un nouveau statut. Sur tout ce qui se passe. Je suis très optimiste. Pourquoi? Parce que je remarque quoi? Je remarque que nous avons d'abord un ministre de l'Intérieur, c'est pas rien, qui est responsable du dossier. Et c'est lui qui s'en occupe. Il ne fait pas travailler des collaborateurs, parce que vous savez, on en a soupé des collaborateurs du pouvoir pendant des années. Je ne vais pas citer l'éternel nom que je cite ici, mais bon... Là, au moins, c'est le ministre, directement. Et qui travaille en direct avec le président de la République, sous le contrôle du président de la République. Donc, c'est le haut niveau, c'est le plus haut niveau. Et puis, le ministre de l'Intérieur, il a des convictions, il est clair quand il s'exprime, et puis il a dit les choses. Alors, il est venu ici, une fois, deux fois. La première fois, les indépendantistes ne voulaient pas le voir. La deuxième fois, ils l'ont vu. Ensuite, ils ne voulaient pas venir à Paris. Finalement, ils sont venus à Paris. Voilà. C'est toujours comme ça avec eux. Mais ce temps-là me paraît normal. Et surtout, c'est que l'accord de Nouméa, il dit bien à la fin qu'une fois que l'accord est fini, les partis se retrouvent. Voilà. Pour examiner la situation ainsi créée. Voilà. Donc, une nouvelle fois, les indépendantistes ne respectent pas l'accord de Nouméa. Ils ont toujours fait ça. Ils ont toujours pris ce qui les intéressait et pas le reste. C'est pas nouveau. Mais je vois bien qu'il y a une vraie détermination du président de la République sur le sujet calédonien. Alors, le président de la République, je ne vais pas vous redire ce que j'ai dit 50 fois ici, mais il a toujours été très, très clair sur l'accord de Nouméa. Ça se termine par un vote pour la France, et bien retour de la Calédonie dans la République, avec modification de la Constitution pour ce faire. Il a toujours dit ça, il l'a répété X fois. Il l'a encore dit au mois d'octobre dans une réunion à l'OTAN en Espagne concernant la guerre en Ukraine. Enfin bon, voilà, il est très clair. Et on a un ministre de l'Intérieur qui est déterminé. Lui, il a un plan d'action. Et il a énoncé son plan d'action et il le déroule. Alors si les indépendantistes n'ont pas compris que les temps ont changé, eh bien, tant pis pour eux, parce que les temps ont changé. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit incident quand il est venu avec M. Mapou, le président du gouvernement. Je ne sais pas si vous l'avez relaté, mais voilà, en tout cas, M. Mapou, il a bien compris maintenant que les temps ont changé. C'est plus comme avant. Et Gérald Darmanin s'en est expliqué, notamment dans une interview au Figaro, effectivement, sur ce problème avec Louis Mapou. Oui. Mais alors c'est bien, effectivement, que le dossier soit traité directement par le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Mais à l'inverse, Gérald Darmanin est quand même quelqu'un de très occupé, qui est sur tous les fronts. On l'a vu entre Sainte-Soline, les feux de forêt, les manifestations à Paris. Est-ce que vraiment il a le temps de s'occuper du dossier calédonien? Ou est-ce qu'il est présent, mais qu'il a forcément la tête ailleurs et des dossiers ailleurs, quoi? Écoutez, en tout cas pour l'instant, il fait tout ce qu'il faut. Moi, je constate que d'abord, pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises, c'est qu'il connaît maintenant bien le dossier. Il sait qui est qui fait quoi et comment ça se passe. Il a tout compris de l'accord de Nouméa et de la suite à donner à l'accord de Nouméa. Et puis, il prend le temps. Il revient là au mois de mai, il va revenir au mois de juin. On comprend très clairement qu'il a reçu cette instruction du président de la République de mener le dossier calédonien. Donc, si peut-être que le dossier calédonien passe avant d'autres sujets nationaux, mais en tout cas, il y a des délais qui sont très courts. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il va bien falloir modifier la Constitution avant la fin de l'année. Si on veut effectivement tenir les échéances à venir, le ministre l'a bien dit, quand il est venu ici encore une fois, c'est que M. Macron attachait du prix à ce que les élections se tiennent à l'heure dite, et pas le lendemain ou sur le lendemain. Voilà. Donc le mandat à l'heure actuelle des provinciales se termine mi-mai.
Donc il faut être prêt pour mi-mai. Donc ça ira très vite, voilà. Oui, mais en attendant, on a perdu beaucoup de temps quand même. C'est pas votre sentiment? Alors, on sait, vous êtes l'un de ceux qui avait dit très vite, l'accord de Nouméa est terminé, l'accord de Nouméa Oui. est terminé. Oui. On est 16 mois après le Ouais. troisième référendum. Est-ce qu'on n'a quand même pas perdu du temps et est-ce que les choses n'auraient pas pu aller plus vite? Si, on a perdu du temps, bien sûr, mais est-ce que après avoir fait ce référendum le 14 décembre, ou le 12 décembre, je ne sais même plus, Le 12. et voilà, il était possible pendant le mois de janvier et de juin d'avancer? Non, parce qu'il y avait la présidentielle, c'était pas possible. Après, il y a eu les élections législatives. Et puis après, nous, on avait une partie à jouer. Nous, ici, en Calédonie, on avait une partie à jouer qui est importante, parce qu'il ne faut pas demander toujours tout à l'État. Il faut aussi que nous, on soit capable de faire. Nous, on avait une mission qui était très claire, c'était d'apporter au gouvernement Macron 2 députés. On l'a fait. Voilà, nous on a rempli notre mission. Voilà. Alors tout ça a pris du temps, oui bien sûr. Mais après, avec les indépendantistes, alors si on avait été plus vite, ils nous auraient dit qu'on les violait, et que ceci et que cela. Enfin bon, voilà. Alors je pense que justement, le ministre a été suffisamment habile pour donner du temps. Quand il vient ici la première fois, les indépendantistes disent on n'est pas prêt, il faut qu'on tienne nos différents congrès, etc., pour se concerter, pour avoir une position commune, etc. Et donc, il nous faut donner du temps. Il a donné du temps. Alors, ça rallongeait encore un peu la sauce, oui, bien sûr. Mais maintenant, c'est parti. Maintenant, c'est parti. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, si demain, ils nous disent « Ah il nous faut encore une bilatérale à Paris », ça sera non. Vous allez voir ce que je vous dis. C'est comme ça, c'est parti. Et il y a le plan d'action et il y a le calendrier. Mais enfin, c'est parti sans eux quand même, puisque vous la rappelez, ils avaient refusé d'aller à Paris, refusé de voir le gouvernement. Ils vont à Paris ensemble pour la première fois depuis très longtemps, mais là ils veulent parler de rien. On a entendu Roch-Comitan qui, à la sortie de l'entretien avec Elisabeth Borne, dit on parle de l'accession à la pleine souveraineté, point barre. Donc ça veut dire que les choses n'ont pas avancé en fait, ou alors elles doivent avancer mais sans les indépendantistes. Ah oui, bien sûr, mais ça c'est... Est-ce que c'est possible? Oui, mais est-ce que ça m'étonne? Ça m'étonne pas du tout. Je vais vous dire, ils n'ont pas compris, les indépendantistes, effectivement, que selon cette belle formule, les temps ont changé. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai dû le dire là probablement ici. C'est que pendant 30 ans, ils ont eu l'habitude de demander la Lune et qu'on leur donne. Et pourquoi? Parce que tout vient du fait qu'en 1978, François Mitterrand, premier secrétaire du Parti socialiste, écrit aux indépendantistes pour leur dire « Je vous donne l'indépendance si je suis élu président de la République ». Les indépendantistes n'étaient pas indépendantistes à l'époque. L'Union calédonienne était autonomiste. Voilà. Et puis il devient président de la République. Puis il donne pas l'indépendance. Il n'avait plus envie de la donner, il y croyait pas d'ailleurs. Et puis techniquement c'était difficile. Enfin bon, il donne pas l'indépendance. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 30 ans? Les socialistes avaient mauvaise conscience. Donc, ils ont toujours essayé de compenser le fait qu'ils ne pouvaient pas donner l'indépendance, en répondant toujours oui, et en donnant toujours la préférence aux indépendantistes, d'ailleurs, par rapport à nous. Ça, c'est très clair, parce que j'entends de temps à autre que maintenant, les indépendantistes se plaignent de notre proximité avec M. Macron. Chacun son tour, voilà. Nous, ça a duré 30 ans, l'histoire. 30 ans que nous, on était les derniers des derniers, seuls les indépendantistes comptaient que les socialistes. Ça a toujours été comme ça, la vérité, c'est celle-là. Et puis, je vous dis, il n'y a pas d'autre mot, ils ont demandé la Lune. Je trouve que l'incident entre le ministre et puis le président du gouvernement, Mapou, est très représentatif de ce que je raconte. C'est-à-dire que du temps de ces 30 ans, si Mapou aurait obtenu satisfaction. Aujourd'hui, les temps ont changé, c'est non. Il faut rester dans la norme, il ne faut pas demander la Lune. Et puis pendant ces 30 ans, il n'y a pas eu que les socialistes au pouvoir. Mais comme on était dans l'accord de Nouméa, nos amis, Chirac, Sarkozy, il ne fallait pas non plus sortir du chemin de l'accord de Nouméa, il fallait faire très attention, celui-ci était fragile, il ne fallait pas prendre de risques. On a subi tout ça, C'est fini, voilà, c'est fini. Et c'est bien ça qui me plaît. On a fait notre part, on a joué le jeu. On a fait tout le boulot pendant 30 ans, on a accepté tout ce qui était inacceptable. Ok, mais maintenant c'est fini. Voilà. Mais comment est-ce qu'on peut discuter d'un projet d'avenir? Comment est-ce qu'on peut essayer d'avancer sans la présence des indépendantistes? Est-ce que c'est possible? On ne va pas continuer les bilatérales comme ça en permanence. L'État voit les uns, voit les autres. Il faudra bien un jour réunir tout le monde, non? Oui. Écoutez, c'est très simple aujourd'hui. Le train, il est parti. Alors les indépendantistes... Selon la fameuse métaphore. Oui, sont à moitié sur le train. Ils peuvent toujours descendre à la prochaine station.
mais ils peuvent continuer dans le train. J'ai le sentiment qu'ils continueront dans le train. Mais pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le choix. Parce que, vous voyez, quand, par exemple, Rocco Amitan, notre ami Roch qui est à Paris, dit le gouvernement sort du couloir. Hein, c'est-à-dire qu'il veut dire que le gouvernement est trop proche de nous. C'est ce que ça veut dire, va dans notre sens. Mais c'est pas qu'il va dans notre sens, c'est que c'est la loi. L'accord de Nouméa, il est fini. On a voté 3 fois. Les Calédoniens, dans leur ensemble, se sont prononcés. Ce résultat, c'est non à l'indépendance, il est reconnu par la communauté internationale. Le résultat, il est incontestable, incontesté. Il n'y a personne qui peut dire le contraire aujourd'hui. Le monde est d'accord sur le fait que, désormais, après avoir voté 3 fois, avoir pris toutes les garanties, avoir fait ceci, avoir fait cela, etc., avoir préparé le terrain pendant 30 ans, et bien aujourd'hui, c'est la France. Voilà. Donc quand il nous dit que l'État sort du couloir, ben non, il n'a pas compris que maintenant, c'est juridique, c'est la France ici, c'est la France, voilà. Et ça doit nous mettre du baume au cœur à nous, qui sommes pour la France, et puis ça doit nous permettre un peu de gonfler le torse, parce que je vois bien encore, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ben là, les indépendantistes », mais non, il n'y a pas là, les indépendantistes, ils ne veulent pas discuter, ben ils ne discutent pas. Mais vous allez voir qu'ils vont finir par discuter, ben oui, évidemment. Mais pour qu'ils discutent, il est sûr qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes entre eux. Sonia Backès vous l'a dit, comme vous l'avez interviewé il y a quelques jours, qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux et c'est ce qui leur posait des difficultés pour parler d'autres sujets. Ben oui, ils sont pas d'accord entre eux. Et puis, ils sont pas prêts d'être d'accord entre eux. Moi, quand même, ce qui me frappe, c'est qu'il y a un poids lourd de la politique calédonienne, un poids lourd indépendantiste qui n'est pas dans la délégation, qui n'est pas venu à Paris. Ah, ça veut tout dire. C'est Paul Néotine. Lui, Paul Néotine a toujours eu une mérite de la clarté. Hein. Lui, si c'est pas clair, faut pas compter sur lui. Quoi. Voilà. Et ils sont pas d'accord les uns les autres, parce que il y a ceux qui, par manque de courage, refusent de regarder la vérité en face. Puis il y a ceux quand même qui ont un peu plus de raison, puis qui disent, bah oui, de toute façon, maintenant c'est la France, il faut bien négocier avec l'État, et qu'on retrouve notre part, parce qu'ils ont une part ici, une part du pouvoir à assumer, voilà. Alors, parmi les thèmes qu'a fixé l'État pour essayer de débloquer la situation, de commencer à ouvrir des discussions, il y en a 2. Hein. Il y a le corps électoral provincial et il y a la question de l'autodétermination. Sur le dégel du corps électoral, qui est le point qui semble essentiel dans la perspective des provinciales de mai 2024, est-ce que vous pensez qu'un accord est possible ou est-ce que là aussi, comme vous le laissez entendre, l'État va devoir passer en force et imposer les choses? L'État passer en force, non, c'est que c'est la loi. C'est-à-dire qu'il faut toujours bien comprendre l'essentiel. À partir du moment où les Calédoniens ont choisi, la Calédonie qui avait un statut transitoire, un peu à côté de la Constitution, pour dire les choses en clair, au chapitre 13, eh bien, l'État va devoir réintégrer la Calédonie dans l'ensemble français pour qu'on devienne une collectivité comme une autre. Et donc, pour ce faire, il faut modifier la Constitution. Mais à partir du moment où on revient dans la Constitution, il n'y a plus d'histoire de corps électoral. C'est fini, ça devient une plaisanterie. Et bien sûr, vous avez les Corses ou vous avez les Polynésiens. Est-ce qu'ils ont les Corses comme les Polynésiens qui ont dans ces 2 territoires, il y a des autonomies qui vont très très loin. Et bien, est-ce qu'ils ont pour autant des restrictions du corps électoral? Non. Les principes fondamentaux de la Constitution, c'est que tous les Français sont égaux devant la loi. C'est aussi simple que ça. Donc il n'y a pas de restriction du corps électoral. C'est bien pour ça d'ailleurs que la Calédonie avait cette situation très particulière, ce statut transitoire, un peu en dehors de la Constitution française. Ben oui, parce que c'était la seule façon de pouvoir admettre une telle restriction du corps électoral. Donc ça, c'est fini. Donc là, les indépendantistes aussi, il faut qu'ils ouvrent les yeux. C'est fini, c'est fini. Ils peuvent se raconter des histoires entre eux, mais c'est fini, fini. Alors après, on peut toujours discuter à la marge. Alors oui, quand on arrive dans une collectivité de la République, dans une commune par exemple, pour s'inscrire, il faut 6 mois. Oui, alors on pourra dire 8 mois peut-être pour faire plaisir aux uns aux autres, ou on pourra dire 9 mois ou 9 mois et demi. Oui, on va toujours faire ça. Mais enfin voilà, c'est clair. Mais ceci étant dit, je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que on a, nous, acquis ce droit, je vous le redis, après 30 ans de travail acharné et puis de bien des difficultés, faut pas non plus qu'on devienne naïf. Et moi, je suis pas du tout naïf. Autant je vous dis, je suis optimiste, mais je suis pas naïf. C'est-à-dire, si on veut commencer à toucher au corps électoral, eh ben, on va peut-être réclamer notre droit.
On a obtenu aujourd'hui un droit. C'est le fruit de notre travail. Il n'y a personne qui va nous le voler, c'est pas possible. Il n'y a personne. Voilà. Ni nous le diminuer, ni nous le raboter, ni nous le minimiser. Certainement pas. Certainement pas. Alors, les Calédoniens savent réagir quand il le faut. Voilà. Bon. Moi, je trouve que les Calédoniens comprennent bien ce qui se passe. Hein. Ils ont bien voté pour les 2 députés qu'il fallait. Voilà, les choses avancent. Et sur l'autre thème, la question du droit à l'autodétermination, là on sait que les partisans du maintien dans la France sont moins inspirés par cette question. C'est un droit qui existe dans la Constitution. Oui. Est-ce qu'il faut vraiment le prévoir, déterminer la manière dont il peut être décidé Oui, faut pas que ceux qui aspirent à l'indépendance, on leur raconte qu'ils peuvent pas, même pas pouvoir tester. Donc, c'est prévu dans la Constitution française. Voilà. Alors, il y a des règles pour ça qui sont bien claires. Hein. Quand je vous disais que Mitterrand, il n'a pas pu donner l'indépendance ou il n'a pas voulu, c'est selon. Enfin, en tout cas, il n'a pas pu avec les règles qui existent. Voilà. Bon. C'est pas un problème. Non, je vais vous dire. Il y a une chose, moi, pas qui m'inquiète, mais où je me pose quand même des questions, c'est précisément sur le thème de la révision constitutionnelle. Alors pour ça, de toute façon, il va falloir réunir le Parlement en congrès à Versailles. Déjà, on parlait de calendrier tout à l'heure. Est-ce que ça va être possible, à la fois dans le climat politique actuel de la métropole, qui est quand même assez tendu, et puis pour une question de délai, est-ce que ça va être possible ? Oui, et est-ce qu'il faut d'abord passer par un accord en Nouvelle-Calédonie ? Alors on avait parlé d'un petit accord et d'un grand accord. Comment est-ce que vous voyez les choses ? Moi, je dis que pour tenir nos échéances, c'est-à-dire avoir notre nouveau dispositif en place et pour aller voter au mois de mai ou juin prochain, il faut réformer la Constitution. 2024. Ouais. Pas prochain, en mai 2024. Oui, pas prochain. Oui, je suis un peu en avance, oui. Voilà, en 2024. Il faut, pour ce faire, modifier la Constitution dans l'année 2023. Effectivement, c'est pour ça que je me pose quelques questions. Après, c'est une décision du président de la République. Le président de la République, il nous l'a montré, quand il décide de la retraite à 64 ans, il fait la retraite à 64 ans. Hein, voilà. Donc, sur la Calédonie, il est déterminé. Hein, je l'ai dit, je le redis, il est particulièrement déterminé, au même titre que les retraites. Voilà, si ça peut nous consoler. On espère que ça fasse moins de remous quand même. Hein. Oui, alors c'est lui qui décide. Mais je pense que le problème, c'est surtout que à Versailles se retrouvent les députés et les sénateurs. 577 députés, 318 ou je ne sais plus combien sénateurs, ça fait plus de 900. Il faut avoir une majorité des 2/3. Et c'est bien ça la difficulté. C'est bien ça le problème, quoi. Alors, il faut se préoccuper de savoir qui pourrait voter. Alors, la NUPES ou je ne sais pas quoi, certainement pas. Mais après, il y a tous les autres. Et il y a notamment ceux qui devraient suivre, mais il faut toujours se méfier, c'est-à-dire les Républicains. On sait aussi que les Républicains sont divisés. Ils l'ont montré encore ces derniers temps sur le sujet de la retraite, justement, alors que c'était un sujet phare de tous ceux qui étaient candidats aux élections présidentielles chez les Républicains. Bon. Et donc, ça veut dire que là aussi, nous, en Calédonie, on a un boulot à faire, mine de rien. C'est-à-dire qu'au mois de septembre prochain, alors là c'est bien dans l'année 2023, je ne me trompe pas, donc ça fait dans peu de temps maintenant, il y a l'élection sénatoriale. Et donc il faut de la même manière qu'on envoie 2 sénateurs à Paris et dans le Balkan. Voilà. Et vous savez, le Sénat, c'est quand même particulier. Alors il y a un grand spécialiste du Sénat qui s'appelle Pierre Frogier, c'est pas moi, mais je peux en parler du Sénat. Le Sénat, il n'a jamais le dernier mot, c'est l'Assemblée nationale. Donc, il y a, je ne vais pas dire qu'ils sont au Sénat comme l'Assemblée nationale chez Aïcha, mais on voit bien, par exemple, qu'ils ont été extrêmement divisés entre l'Assemblée nationale et le Sénat sur l'affaire des retraites, et en particulier dans le camp des Républicains. Les Républicains du Sénat, ils n'avaient pas du tout les mêmes pensées que ceux de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, ça veut dire que ces élections sénatoriales, elles sont essentielles pour nous. Imaginez qu'on se divise. On doit les gagner à condition de ne pas se diviser. Et moi, je veux vous en parler parce que la division est toujours très facile. Hein. Donc, il faut absolument qu'on s'entende les uns et les autres pour gagner les élections sénatoriales. Imaginez deux sénateurs indépendantistes. Parce que l'élection sénatoriale, c'est 2 ou rien. Hein. C'est 2 ou rien. Voilà, oui, alors c'est une élection un peu compliquée parce que c'est une élection au suffrage indirect. Ce sont des grands électeurs qui les désignent. Et en fait,
on sait avant l'élection à peu près. On connaît l'état des forces en présence, très clairement, puisque c'est des gens authentifiés. Voilà, les votants. C'est pas un grand nombre, hein, les votants. Donc on a des loyalistes, au sens large du terme, les non-indépendantistes, on a largement de quoi avoir les 2 sénateurs. Et je vous dis, c'est 2 ou rien. Voilà. Alors, il faut éviter la division, c'est la première des choses. Bon, il faut être raisonnable. Voilà. Ensuite, il faut avoir des candidats qui peuvent apporter quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que j'entends déjà un certain nombre de personnes dire « Ah ben moi je suis candidat ». Ah ben oui, mais il ne s'agit pas d'aller au Sénat pour se faire plaisir. On n'est pas dans cette situation. Il s'agit d'aller au Sénat pour être efficace. Pour l'instant, officiellement, il n'y a que Pierre Frogier qui a annoncé sa candidature à un nouveau mandat. Oui. Officiellement, en tout cas. Oui, mais alors il y en a quelques autres aussi qui n'osent pas encore le dire. Mais enfin bon, tu sais, quand il y a une élection, c'est normal aussi, ça intéresse tout le monde. Hein, voilà. Mais je veux dire, ce qui est important, c'est qu'il y aura un travail à faire au Sénat, c'est-à-dire d'amener le Sénat à voter, enfin les membres du Sénat à voter cette réforme constitutionnelle. Voilà. Qui peut le faire? C'est pas le premier venu. Vous prenez un garçon ou une dame de Calédonie qui a toutes les qualités du monde, qui se présente au sénatorial et qui va être élu. Qu'est-ce que cette personne va pouvoir apporter? Non, parce qu'au Sénat, il y a des traditions, il y a des fonctionnements. Vous savez, au Sénat, vous avez le droit à la parole et être respecté dès lors que vous êtes un vieux parlementaire. C'est comme ça, voilà. Et Pierre Frogier, il est parlementaire depuis 1996. Il a été d'abord à l'Assemblée nationale et réélu 2 fois. Et ensuite, il est allé au Sénat. Quand vous arrivez dans cette situation-là au Sénat, vous avez du poids, effectivement. Voilà, parce que vous n'êtes pas le premier venu. Au Sénat, c'est comme ça. J'y suis pour rien, ils n'aiment pas les premiers venus. Voilà. Et je le dis à tous ceux qui voudraient être candidats. Ils n'aiment pas les premiers venus. Voilà. Et aujourd'hui, on sait bien tous que Pierre Frogier est reconnu au Sénat, il a du poids, etc. Donc je le dis pourquoi? Parce que il faut commencer à élire Pierre Frogier. Pourquoi? Qu'il y aura cette capacité à amener les sénateurs à voter cette réforme, et on a absolument besoin des sénateurs. Mais il va pouvoir les amener, pourquoi? Parce qu'il y a déjà une majorité de républicains. Voilà. Pierre Frogier a toujours été soutenu très fortement par tous les républicains du Sénat. Mais après, il y a aussi des centristes de droite, plus ou moins de droite, des centristes plus ou moins de gauche, que Pierre Frogier a aussi la capacité à faire adhérer à notre cause. Et puis il y a aussi quelques socialistes, oui, pas des moindres au Sénat, qui pourront suivre, parce que grâce à Pierre Frogier, ils suivent la politique calédonienne. Et Pierre Frogier a la capacité à les faire, malgré leur statut de socialiste, à voter cette réforme constitutionnelle. Ceci dit, je dis ça, mais ça ne veut pas dire non plus que les socialistes de l'Assemblée nationale ne sont pas capables de voter cette réforme constitutionnelle, hein, parce que la réforme constitutionnelle, comme c'est la loi aujourd'hui, à partir du résultat des élections ici. Voilà. Donc, c'est un gros morceau. Alors, comme vous dites, on n'en parle pas encore beaucoup des élections sénatoriales, mais il va falloir en parler sérieusement, parce qu'on y arrive, là, c'est au mois de septembre. Hein. Et donc, moi je dis attention, chacun peut se présenter à une élection, bien sûr, mais il faut éviter de se diviser, et puis surtout, il faut voter pour des gens qui ont la capacité à faire évoluer les choses à Paris. Voilà. Il n'y a pas mieux placé que Pierre Frogier. Alors je vous le dis d'autant que je ne suis pas dans la même crèmerie politique que lui, on n'a pas toujours été d'accord l'un et l'autre, mais je reconnais qu'il est essentiel pour récupérer les électeurs des électeurs des Républicains, des élus, des sénateurs républicains, qui sont des fois un peu difficiles aussi, vous avez vu. Voilà. Bon, oui. Et vous êtes tous les 2 signataires de l'accord de Nouméa. Oui. Ça crée des liens quand même. Oui, absolument, oui. En tout cas, pour que ce statut, cette modification constitutionnelle soit adoptée, il faut déjà qu'il y ait un statut, il faut qu'il y ait quelque chose. Oui. Vous êtes optimiste, vous pensez quelles pourraient être les lignes de ce futur statut de la Nouvelle-Calédonie? Vous êtes dans quelle vision des choses? On parle beaucoup de répartition des compétences différentes, de remettre les provinces au centre du dispositif ou non. Harold Martin voit comment les choses? Il est sûr que il n'y a qu'un seul système possible. Hein. Il n'y en a pas 2, il n'y en a pas 3, il n'y a qu'un seul système possible. C'est redonner des compétences aux provinces et puis repartir dans un système provincial. On n'a plus besoin de ce gouvernement. De toute façon, on ne va pas continuer à faire les choses 4 fois. C'est pas possible. On n'a plus besoin de ce gouvernement. On l'a bien vu. J'étais suffisamment longtemps président du gouvernement pour vous le dire. Il faut qu'on remette... Que ça servait à rien?
Si, On fait toutes les choses 4 fois. On n'a pas besoin de ça. Et puis, on n'a peut-être plus les moyens aussi, parce que tout ça a un coût, hein, évidemment. Et puis, de repasser par les provinces, ça permet aussi de redonner du pouvoir aux indépendantistes là où ils sont majoritaires, en province nord et en province île. Ensuite, je dis du pouvoir parce que le fond de l'affaire de l'indépendance, c'est quand même le pouvoir. Hein, il s'agit bien de ça. Hein, l'indépendance, c'est un grand mot, etc. Parce que tous ceux qui sont indépendantistes, ils veulent bien l'indépendance, mais avec la France, hein, parce qu'ils ont quand même bien compris comment ça fonctionnait. Voilà. Donc, en fait, c'est une affaire de pouvoir. C'est pour ça que je dis que, à un moment donné, il faut qu'ils puissent retrouver du pouvoir parce qu'ils représentent, en gros, 45% de la population, voilà, votante, de ceux qui votent. Et donc, ça passe par les provinces. Et il me semble que c'est pas difficile. Et en plus, il y a un intérêt à ça. C'est-à-dire que on est sorti de cette période d'il y a 30 ans, de 30 ans. Pendant cette période de 30 ans, les indépendantistes n'étaient jamais responsables de rien. Ah ben oui. Les fins de mois difficiles, il fallait que nous, on s'en occupe, et puis, etc., etc. Et ben, chaque président de province devra avoir la compétence fiscale. Comme ça, il verra comment il fait pour d'abord boucler ses fins de mois, comment il fait pour développer sa province, etc. Parce que là, on parle beaucoup avec les indépendantistes aujourd'hui au pouvoir, au gouvernement, au Congrès, on parle beaucoup de fiscalité et autres. Alors, c'est toujours facile pour eux, puisque, d'une manière générale, ceux qui payent de la fiscalité, c'est pas leurs électeurs, d'une manière générale. Enfin, ils ont commencé à voir avec le RUM que s'il y avait quand même pas mal de leurs électeurs. Mais enfin bon. Mais si on prend, par exemple, l'impôt sur le revenu, c'est facile d'en rajouter. Ça touche pas vraiment leurs électeurs. Voilà. Bon. Donc la fiscalité, c'est essentiel pour le développement d'une province. Donc si la province X veut qu'il ne se passe rien, ils mettront une fiscalité forte. S'ils veulent que la province se développe, ils baisseront la fiscalité, ils rendront leur province attrayante. Et puis ils auront des soucis d'argent, donc ils auront négocié avec l'État les fins de mois. Ils sauront ce que veut dire indépendance et être dans l'État. Voilà. Et donc, pour résumer, vous êtes optimiste sur la suite des choses. Vous pensez qu'effectivement, on va arriver à trouver ce statut pour la Nouvelle-Calédonie, à modifier la Constitution. Oui. Et là, vous attendez quoi dans les prochaines semaines? Visite de Gérald Darmanin à nouveau? Oui. Et peut-être des trilatérales à Paris, ou on va faire l'impasse sur les trilatérales? Bon, les trilatérales, c'est-à-dire que moi, je constate que le ministre de l'Intérieur a un calendrier d'action qui est clair. Voilà. Il a annoncé, il le redit. Voilà. Et donc, il va suivre son bonhomme de chemin pour pouvoir, comme il l'a dit, procéder à des élections l'année prochaine, au mois de mai. Voilà. Alors, vous savez, après les discussions, on se souvient celle de Matignon et puis celle de l'accord de Nouméa. Il n'y a pas besoin non plus de 2 semaines et 2 semaines et de mois. Hein. À Matignon, ça a été fait en une nuit entre Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou et puis Michel Rocard. Voilà. L'accord de Nouméa, on en a parlé, oui, un bon bout de temps. Mais enfin, la négociation, elle a duré 2 semaines en gros. Hein, voilà. Et vous pensez que les indépendantistes viendront finalement en estimant qu'il n'y a pas d'autre solution pour eux que de venir autour de la table? Non, mais oui, parce que ce que je redis, c'est que la modification de la Constitution est obligatoire. On a voté, on a un statut transitoire, il faut qu'on revienne dans la République. C'est clair et net. Le président de la République, j'insiste dessus, l'a dit 50 fois. Voilà. Donc il faut retourner. Donc s'ils ne veulent pas comprendre ça, ils resteront à la gare. Voilà. Et le train sera parti sur deux. Voilà. Ouais. Harold Martin, signataire de l'accord de Nouméa. Merci.